Coup de projecteur aujourd'hui sur le co-living, nouveau mode de vie ou nécessité entre les espaces partagés, mais on préserve son intimité. Figaro Imo, c'est parti. Deux invités sur le plateau de Figaro Imo, qu'on est très heureux d'accueillir aujourd'hui pour parler de co-living. Maxime Armand, bonjour. Bonjour. Cofondateur de Urban Campus. C'est ça. Et Philippe Prelier, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de Tendors. Alors, tous les deux en introduction, peut-être vous qui, on le verra dans l'émission et avant de parler plus en détail de vos sociétés, vous qui avez du recul, est-ce que pour vous le co-living, qui est à la différence de la colocation, le fait de partager des espaces, des services, mais d'avoir préservé son intimité, d'avoir sa chambre et généralement sa salle de bain, est-ce que ça répond à une vraie tendance ? Ça traduit une vraie tendance des nouvelles façons de vivre et d'habiter, ou est-ce que ça répond à une nécessité qui, en fait, il y a de moins en moins de locations traditionnelles et donc on va vers le co-living? Maxime? Les deux. Oui, bon. La réponse courte. La réponse plus longue, c'est que, évidemment, le co-living, c'est une solution qui est pragmatique au manque de logements traditionnels, en particulier dans les villes. Mais c'est pas que ça, puisque les locataires qui choisissent de vivre dans une résidence de co-living le choisissent. Ce n'est pas imposé, ils ne font pas par nécessité. Ils choisissent de vivre de cette manière-là, d'avoir cette notion de service et se vivre ensemble qu'ils ne trouvent pas dans une location traditionnelle. Ça a toujours été le cas vous êtes lancé depuis 2016. Depuis 2016, c'est le cas, exactement. Et c'est les fondamentaux finalement du co-living qui attirent les locataires. Mais on pourra en discuter. Il y a aussi le côté flexibilité. En réalité, les locataires qui choisissent de venir choisissent aussi la simplicité de l'offre tout inclus. Philippe, alors. Tout à fait, pour compléter la réponse de Maxime, c'est vrai qu'en France, il y a un déficit de logements accessibles et de qualité qu'on constate depuis quelques années. Et la vraie différence entre le marché du co-living et le marché locatif classique, c'est que le marché du co-living, il est en croissance. C'est-à-dire que pour donner des chiffres, en gros, on a multiplié par 3 le nombre de lits disponibles en co-living entre 2019 et maintenant. On est passé d'à peu près 5-6 000 à aujourd'hui entre 15 et 20 000. Là où dans le même temps... Ça traduit quelque chose, oui. Là où dans le même temps, l'offre classique, de locatif classique, a diminué de moitié. Donc ça part du chemin sur pallier le déficit structurel de logement en France. Voilà. Très bien. Alors, on va voir en détail Urban Campus, Tendors. Urban Campus, tout d'abord, comment a démarré l'histoire et qu'est-ce que ça représente aujourd'hui? Donc, Urban Campus existe depuis 2016. Nous sommes un opérateur de résidentiel géré, dont le co-living fait partie. Et notre métier, c'est de travailler avec des investisseurs institutionnels qui possèdent ou achètent des immeubles, qu'on transforme ou qu'on construit. On les accompagne dans cette phase de conception. Et ensuite, on gère ces immeubles résidentiels pour leur compte. Donc, la gestion locative, collecte des loyers, trouver le locataire, etc. Et également l'animation de la vie dans ces résidences. Nous sommes présents donc en France et en Espagne. Et nous nous développons dans les principales grandes villes. Alors, en France, où ça en France, typiquement? Région parisienne? En France, aujourd'hui, nous sommes présents à Lille. Et à la fin de l'année, on sera présent en Île-de-France, à Marseille, et à Saint-Louis, à la frontière avec la Suisse. Très bien. Votre définition du co-living à vous, Maxime? Alors, le co-living pour Urban Campus, c'est une nouvelle manière d'habiter ensemble dans les villes. Concrètement, nous travaillons sur des immeubles entiers dans lesquels les locataires ont un espace privatif qui peut aller d'une chambre en colocation à un appartement studio, une chambre, etc. Et ensuite, ils ont accès à un ensemble d'espaces communs qu'ils partagent avec tous les autres locataires de l'immeuble, qui peuvent être une salle de sport, un espace de travail, une cuisine, salon partagé, dans lesquels ces locataires peuvent se retrouver et autour d'activités et créer des projets ensemble. Très bien. Alors, on va voir quelques idées reçues. Vous avez fait notamment une infographie pour montrer un peu la différence entre justement le co-living et une location traditionnelle qu'on voit, là, que vous pouvez commenter en images. Oui, tout à fait. Alors, on a souvent cette idée reçue que le co-living coûte plus cher. En réalité, la mission aussi qu'on a chez Urban Campus, c'est de
rendre accessible au plus grand nombre ce qui fait le co-living, une notion de service, une notion de vivre ensemble. Quand on package l'ensemble et quand on conçoit également les immeubles de la bonne manière, on arrive à offrir une offre qui est abordable et qui reste dans le marché. Ce qui est important, c'est justement de travailler en amont sur la construction de l'immeuble, puisque ce qui fait le sous-jacent du co-living, c'est d'avoir des espaces privatifs plus compacts. On va aller sacrifier 1-2 mètres carrés sur un appartement pour pouvoir aller créer ces espaces communs qui bénéficient au plus grand nombre. Et ainsi, offrir cette plus-value, cette offre abordable au plus grand nombre. Parce que vous avez le sentiment qu'on pouvait dire, on entendait que le co-living c'était bien, mais que ça coûtait trop cher peut-être, ou que c'était pas assez abordable. Historiquement, le terme co-living d'ailleurs, qui est anglais, nous vient des États-Unis. Et quand on pense au co-living aux États-Unis, on pense à ces condominiums avec un concierge à l'entrée, avec une piscine sur le rooftop, etc. Alors que c'est pas un produit qui fonctionne aujourd'hui sur le marché européen. Et on parle chez Urban Campus d'un produit qui est résidentiel, qui est abordable. Et on travaille d'ailleurs avec des acteurs qui sont des acteurs du monde du logement social, tels que Inly, par exemple, filiale d'Action Logement. Et l'année prochaine, nous ouvrons 2 résidences de co-living en partenariat avec Inly, avec un loyer qui est décoté par rapport au marché libre. Très bien, je voulais juste qu'on remonte avant, peut-être l'infographie, pour bien expliquer quand même ce match qu'on voit en détail entre le logement traditionnel et le co-living. Donc là, vous avez pris différents critères en fait, pour montrer avec un total, j'imagine c'est à peu près entre 850 € là pour le format co-living, en tout cas chez Urban Campus, et puis un logement traditionnel à 1145 €. Il y a des éléments clés pour vous? Bien sûr. La différence principale, c'est que un locataire qui habite chez nous va payer dans son loyer des services qui sont inclus. Je parlais de l'accès aux espaces communs, qui sont une réelle extension de leur espace privatif. C'est pas souvent qu'on a accès à une salle de sport et un espace de télétravail de qualité chez soi. Et le Covid nous a montré que parfois c'était difficile de mutualiser toutes ces activités au sein de son propre appartement de 20-30 mètres carrés. Et d'autres services qui sont également inclus dans le quittancement, tels que l'assurance, le ménage, etc. Et chez Urban Campus, on retrouve partout dans toutes les villes en Europe exactement le même type de service, ou c'est adapté en fonction des pays et des demandes? Alors le besoin du locataire est le même d'un pays à l'autre. Alors je parle sur les marchés que je connais particulièrement, l'Espagne et la France. La demande locataire est la même. Le sous-jacent, du coup, est le même, l'offre est la même. Évidemment, on a des immeubles qui sont très différents. On travaille à la fois sur des réhabilitations d'immeubles existants et sur des constructions neuves, donc avec pas forcément les mêmes typologies d'appartements, par exemple. Ce qui va varier énormément d'un immeuble à l'autre, c'est justement le côté humain. C'est-à-dire que la communauté de locataires qui se crée à l'échelle d'un immeuble, elle dépend des locataires même qui habitent dans cet immeuble à un instant T. Et donc, ils peuvent avoir des envies très différentes. C'est insuffler l'état d'esprit, cette communauté, en fait, qui va insuffler cet état d'esprit. Exactement. Ouais. Je vais vous donner un exemple. On a des clubs dans nos résidences thématiques autour desquels se retrouvent les locataires. Et on a une résidence à Madrid qui a un club de running, donc un groupe qui va courir ensemble, qui fonctionne très bien. Dans une autre, ça va être le cercle des femmes qui parle de la place de l'égalité des sexes dans la société. Et d'une année à l'autre, ça peut changer parce que les locataires changent, leurs envies changent. Et donc, il faut être très fin sur la manière d'accompagner ces thématiques-là et cette animation dans la résidence. Très bien. Voilà pour Urban Campus. En tout cas, déjà, on voit, on se projette. Maintenant, Philippe, Tendors. Alors, l'histoire de Tendors et puis les implantations. Alors Tendors, c'est une société qui a été créée en 2009, qui au début appartenait à un groupe immobilier qui s'appelle le groupe Axis Immobilier, qu'on a eu l'opportunité de racheter avec mes associés en 2019.
et on a racheté cette société qui à la base faisait de la gestion de colocation pour compte de tiers, avec l'idée de la repositionner sur le segment du co-living. On était en plein Covid ? On était pré-Covid, juste pré-Covid. Ouais. Avec notre associé, on a eu une première aventure entrepreneuriale et au lieu de se séparer, on a décidé de se relancer dans une aventure entrepreneuriale ensemble en repositionnant cette boîte sur le segment du co-living et en commençant à acheter nos propres actifs. Et comme on peut le voir, notamment avec Urban Campus, le co-living, il y a plusieurs réalités à ce principe de vivre ensemble. Nous, on a choisi de se concentrer principalement sur l'acquisition, la rénovation et l'exploitation de grosses maisons avec jardin, à Paris, en première couronne proche métro et dans les centres-villes des grandes métropoles françaises. Vous pouvez citer les villes, notamment en région parisienne. Lesquelles alors ? En région parisienne, on est sur toutes les communes proches métro, donc on est à Montreuil, à Issy-les-Moulineaux, à Villejuif, à Ivry. On est dans Paris aussi, évidemment. On a quelques maisons emblématiques dans Paris. Et puis, donc on a un positionnement géographique plutôt prime, plutôt exigeant, avec des maisons plutôt à taille humaine. 10 doors, ça vient de 10 portes, parce qu'on fait cohabiter en moyenne 10 personnes dans nos espaces. Aujourd'hui, on gère 350 chambres, 80% de ce parc est plutôt en Île-de-France, sinon on est en effet à Lille, à Nantes et à Bordeaux. Et puis on a une grosse centaine de chambres en développement avec les acquisitions qui sont en cours de rénovation actuellement. Et puis on grandit aussi un peu par build-up. En 2023, on a eu l'occasion de racheter une société qui s'appelait Homies, qui était un acteur de co-living qui gérait une cinquantaine de chambres, qui a été créé par Marie Vidal et qui gère une cinquantaine de chambres à Lille et à Paris et qui aujourd'hui fait partie du groupe 10 doors. Le profil des locataires. Alors le profil des locataires, le co-living, ça correspond parfaitement aux attentes pour nous, en tout cas chez nous, d'une catégorie de population plutôt entre 25 et 40 ans. Plutôt des jeunes actifs dans un parcours résidentiel, disons, où on veut plus faire de concessions sur son confort. Donc on a envie, on continue d'avoir envie d'habiter ensemble en communauté, mais on préfère avoir sa propre salle de bain, un petit pack de services qui répond à cette promesse de rapidité d'installation, notamment dans des lieux où vraiment tout est fait, aménagé et décoré pour favoriser le partage et les échanges. Alors on va voir un exemple aussi, notamment dans le 19e arrondissement. C'est une vieille bâtisse, un hôtel particulier du 18e siècle. Tout à fait. Qui a été rénové, donc 503 mètres carrés, oui. 14 chambres. Expliquez-nous alors. Absolument. Alors ça, vous faites référence à un de nos projets emblématiques à Paris que le Figaro avait eu l'occasion de visiter dans sa phase travaux. Là, on a quelques images de ce que ça a pu donner en réalisation. En effet, il est emblématique à plusieurs titres. Le premier titre, c'est que c'est vraiment un bâti exceptionnel. C'est un hôtel particulier immense qui a appartenu à une personnalité importante qui s'appelait Mathurin Moreau, qui était un sculpteur du 19e siècle, qui a aussi été maire du 19e arrondissement. Qui a habité là un certain temps et c'est emblématique parce qu'elle a conservé, comme on peut le voir, des éléments architecturaux intérieurs exceptionnels qu'on a conservés évidemment dans la rénovation, comme un escalier monumental, des poêles prussiens magnifiques. Et c'est aussi emblématique parce que ça souligne notre volonté de rénover le bâti existant, de revaloriser le patrimoine architectural dans les villes. En repositionnant des actifs pareils sur le marché avec des nouveaux usages, ici en co-living, et aussi aux meilleures performances de standards énergétiques. Là, on a hérité d'une passoire thermique, et après rénovation, on est sur des DPE classés C. Très bien. Alors, tous les deux, si on se projette, tout d'abord, quelles sont les tendances côté utilisateur ? Qu'est-ce que vous voyez arriver qui risque de se produire, Maxime ? Sur les demandes utilisateurs déjà, dans un premier temps. Dans le co-living. Oui. Ce qu'on observe, que je trouve toujours intéressant, c'est que quand on interroge nos locataires, la première raison pour laquelle ils décident de vivre en co-living, c'est le côté simple. Donc c'est, je peux réserver en ligne, tout est inclus, je n'ai pas à ouvrir mon compte internet, etc., etc. En revanche, une fois qu'ils habitent dans une de nos résidences, c'est pour le côté vivre ensemble qu'ils restent. Et c'est ce réseau social qu'ils ont pu se créer qui les intéresse. Ils nous challenge quand même énormément sur
cette dimension-là. On a mis plusieurs années à trouver la bonne distance à avoir avec les locataires, trop près, pas assez, etc. Quand on s'éloigne trop, ils nous demandent de revenir. Et sur les services aussi, on travaille énormément sur les nouveaux services qu'on peut leur proposer. Alors lesquels, par exemple? Justement, c'est intéressant. Donc, aujourd'hui, on propose des choses du type ménage, fourniture de draps, coaching sportif, panier de légumes et de fruits, etc. Et ça marche dans certaines résidences, ça ne marche pas dans d'autres. Donc on s'adapte aussi à la demande. Au fur et à mesure, oui. Exactement. Et voilà, on continue de chercher des partenaires pour développer cette offre servicielle. Philippe, sur les tendances, je crois sur les demandes. La principale tendance, je dirais générale, c'est celle de la simplicité d'usage. Elle s'est traduite, en tout cas en co-living chez nous, à plusieurs niveaux. Dans la procédure de location, en effet, on veut un parcours utilisateur le plus simple et le plus digitalisé possible, depuis le choix de sa chambre sur un site internet jusqu'à la signature du bail. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, au niveau de la flexibilité du contrat, c'est-à-dire qu'on a des utilisateurs qui veulent de moins en moins s'engager fermement sur des longues durées et qui veulent avoir la liberté de pouvoir partir avec des préavis de plus en plus courts aussi. Donc il y a un jeu sur la flexibilité des contrats. Des exemples de durée, justement. Alors, nous, là, je parlais en règle générale, nous, ce sont des baux classiques, donc meublés. Donc, en fait, c'est leur résidence principale, ils ont un préavis d'1 mois, comme dans tous les baux meublés. Et les deux autres niveaux sur la simplicité d'usage, je dirais que c'est la facilité d'installation, en effet, avec cette formule entièrement meublée et tout inclus. Et la dernière chose, c'est la lisibilité financière. Et ça, je trouve très important, c'est ce tarif mensuel tout inclus, où il n'y a pas de surprise d'une charge cachée, d'un frais caché. Ça permet d'avoir une vraie maîtrise de son budget, ce qui me paraît assez intéressant, notamment dans un contexte d'inflation. Répondre aux besoins des jeunes actifs, des étudiants bien sûr, mais aussi aux salariés des entreprises peut-être, Maxime. Bien sûr, nous avons de nombreuses entreprises avec lesquelles on travaille et qui logent des salariés dans nos résidences. Soit des salariés, par exemple, pour attirer des nouveaux talents dans une ville dans laquelle ils n'habitent pas, ou pour des missions qui peuvent être court, moyen terme, comme on le disait, minimum 1 mois. Donc on ne fait pas concurrence à de l'hôtellerie, mais en revanche, ça permet à ces entreprises de loger leurs salariés dans autre chose qu'un appart-hôtel où ils seraient tout seuls dans leur petite chambre avec une kitchenette. Là, ils ont un mode de vie et un dynamisme qui est quand même plus attirant pour les jeunes salariés. Les modèles de gestion, il y en a des différents parce qu'on parle aussi de bail, des baux individuels. Comment ça se passe pour les différents paiements, Philippe ? Alors, je trouve que c'est une des principales différences avec la colocation classique qui est plutôt régie par le modèle du bail solidaire. En co-living, nous, on fait signer des baux individuels à nos locataires, donc plus de flexibilité, moins de dépendance aux autres occupants de la maison, notamment une dépendance qui peut être compliquée lorsqu'on ne se connaît pas forcément, lorsqu'on arrive dans ces maisons. Et donc après, c'est un bail classique, nous, loi 89, résidence principale. Voilà. Et chez Urban Campus ? Exactement la même chose. Peut-être la seule différence, c'est que nous avons des colocations, mais également des studios et des appartements individuels. Et ce mélange aussi est intéressant, puisque ça permet de proposer à des locataires, de les accompagner dans différents moments de leur vie. On a des personnes qui arrivent, qui se choisissent une chambre dans une colocation, rencontrent quelqu'un, s'installent dans un studio à 2, et ensuite continuent leur vie ailleurs parfois. Y aura-t-il demain des produits résidentiels qui vont s'inspirer justement du co-living et reprendre les codes des communautés, des services? On pense aux familles monoparentales, aux jeunes seniors. Est-ce que c'est quelque chose que vous voyez arriver, qui peut se développer, Maxime? Complètement. Cette année, nous ouvrons avec Urban Campus 5 résidences en France, dont 4 sont à destination des familles. Et donc c'est un modèle qui est là, c'est pas demain, c'est quasiment aujourd'hui. Que vous appelez multifamily, hein, c'est ça? Exactement, voilà. Donc on reprend les principaux codes du co-living, si ce n'est que les locataires, donc, qui peuvent être, ça peut être des familles, mais pas que, vont louer un appartement plus grand, qui peut aller jusqu'au T2, T3, T4, pas forcément meublé, mais vont retrouver cette notion de service, cette notion d'espace commun à l'échelle de l'immeuble, cette notion de rencontre. Et on développe ce produit en logement, on va dire, classique, mais également
comme je le disais tout à l'heure, avec des acteurs tels que Inly, donc acteurs du logement social et abordable, avec des loyers du coup qui sont décotés par rapport au marché traditionnel. Donc voilà, l'objectif étant encore une fois d'offrir cette expérience, cette nouvelle expérience de louer au plus grand nombre. Philippe ? En effet, on voit en tout cas plein d'autres modèles d'habitat partagé qui commencent à s'adresser à d'autres catégories de population. Alors en effet, on pense aux familles monoparentales avec Commune qui a ouvert une maison à Poissy récemment. On pense au co-living senior avec Cosima chez Jeannette. On peut penser aussi à l'initiative de Fratrise qui fait cohabiter des personnes en situation de handicap. En fait, toutes ces initiatives, elles montrent surtout que le mode d'habitat qui est l'habitat partagé est un mode d'habitat qui est en train de s'institutionnaliser, qui est en train de rentrer dans les mœurs et qui, demain, va concerner toutes les catégories de la population. En France et par rapport à d'autres pays aussi, vous qui avez voyagé tous les deux, où est-ce qu'on se situe en France par rapport à l'évolution justement du co-living ? Alors, moi personnellement, je pense qu'on est un petit peu en retard. On l'a vu. Urban Campus, par exemple, est une société française qui s'est développée beaucoup plus rapidement en Espagne parce qu'on a eu beaucoup plus d'opportunités, un marché résidentiel, immobilier plus dynamique. En France, il y a des complexités réglementaires, urbanistiques, politiques qui peuvent rendre le développement assez compliqué. Notamment, par exemple, on parle beaucoup de transformation d'immeubles de bureaux en résidentiel. Évidemment, voilà, cette réhabilitation de l'existant est extrêmement intéressant, mais rencontre souvent des freins, notamment politiques, complexes à dépasser. Et pourtant, on a besoin de logements, on a besoin aussi de réhabiliter, de réinventer, de voir tous les bâtiments existants pour justement créer des nouveaux lieux de vie qui peuvent être du logement, de l'activité, du bureau et donc du co-living aussi, Philippe. Oui, tout à fait, et notamment de souligner l'importance de la réhabilitation du bâti existant, de la rénovation, qui a quand même de nombreuses vertus d'un point de vue de l'environnement. Celui de limiter l'étalement urbain, de lutter contre l'artificialisation des sols qui se passe en promotion en immobilier neuf, et puis qui consiste aussi à ce qu'on appelle densifier le bâti, c'est-à-dire que dans des grandes résidences, par exemple cette maison dans le 19e que vous avez montré, dans 500 mètres carrés, auparavant cohabitait une famille où ils étaient 3. Aujourd'hui, on fait cohabiter 14 personnes dans des conditions plus que confortables, avec l'intensité d'usage aussi. Voilà, avec un grand jardin. Alors tout à fait, et ça c'est des problématiques auxquelles il faut répondre dans l'aménagement intérieur, dans le choix du mobilier, des équipements, mais tout ça se prévoit. Et donc, de ce point de vue-là, la rénovation et la réhabilitation a des vraies vertus. Prochain développement, donc Tendors. Alors nous, on a une grosse centaine de chambres en développement, donc une dizaine de maisons ou de petits immeubles en travaux actuellement. L'idée, c'est d'arriver à 450-500 chambres en gestion d'ici fin d'année, et puis de doubler ce volume en gestion rapidement en 2025 avec plusieurs leviers, continuer à acquérir, commencer à prendre à bail pour d'autres bailleurs que Tendors, et puis toujours être à l'écoute des opportunités d'acquisition de sociétés dans le même secteur. D'accord. Maxime, immobilier et intelligence artificielle, quel impact ça pourrait avoir sur vos domaines d'activité à tous les deux ? Alors, l'impact qui me vient en tête, il est principalement, je dirais, sur l'optimisation des charges d'un immeuble. On a déjà, d'ailleurs, dans nos résidences, un certain nombre de capteurs pour mesurer les consommations électriques, détecter des fuites d'eau, etc. Et pouvoir collecter ces données, les analyser avec une intelligence artificielle et remonter ces données-là aux property managers, aux gestionnaires résidentiels, ça permet d'être proactif, ça permet de du coup réduire les dépenses pour les locataires, pour l'investisseur et avoir un impact également bénéfique sur la planète. Donc, je pense qu'il y a énormément de choses à faire avec cette technologie. Philippe. Alors en effet, oui, sur la domotique, en effet, il y a certainement beaucoup de choses à faire. Ce qu'on constate quand même, c'est que la frontière entre immobilier et technologie, elle est assez poreuse. Il y a déjà quelques pratiques immobilières qui se sont largement révolutionnées grâce à des innovations tech. Je pense notamment à la visite virtuelle. Alors c'était il y a quelques temps, mais ça permet d'avoir un rendu exceptionnel, de se projeter dans un bien dans le moindre détail sans y être. Je pense notamment aussi à des logiciels qui ont inventé des algorithmes qui permettent de croiser
en prospection foncière pour la promotion les fonciers existants et les PLU des villes pour créer des pré-faisabilités à destination des promoteurs. Tout ça montre que les frontières sont assez poreuses. Je ne m'avancerai pas à imaginer ce que pourrait devenir l'intelligence artificielle au service du co-living, mais en tout cas, je pense qu'il y aura des innovations technologiques rapides et on a hâte de les découvrir. Ouais. Maxime, oui. Juste redire un mot quand même sur le développement avec Inly, sur le logement intermédiaire et les ouvertures prochaines. Bien sûr. Cette année, je le disais, on va tripler le nombre d'unités sous gestion entre la France et l'Espagne. On ouvre 5 nouvelles résidences en France, une à Lille, une à Marseille, 2 en Île-de-France, en partenariat avec Inly. Donc sur des résidences qui c'est une première... françaises, on va dire, qui sont des résidences multifamiliales à loyer abordable, donc ce qu'on appelle le LLI, et une résidence également à la frontière suisse à Saint-Louis. Et donc voilà, on va pouvoir expérimenter, offrir en tout cas cette nouvelle forme de vie également aux familles, qui ont des revenus plus modérés. Très bien. Philippe, en conclusion, oui, aussi sur le développement. Écoutez, sur le développement, nous, l'ambition, c'est surtout d'asseoir l'habitat partagé dans le paysage immobilier français et européen, comme un mode d'habitat comme un autre, à part entière. Et puis de continuer à développer notre nombre de chambres sous gestion et d'imaginer de nouveaux services pour le confort de nos locataires. Eh bien, merci à tous les deux pour vos éclairages. Vive le co-living, investissez dans le co-living, profitez du co-living. Maxime Armand, merci beaucoup. Merci. Philippe Prelier, merci. Merci beaucoup. Et à très bientôt pour une prochaine émission de Figaro Immo.